Salut, Cleanses Garage, c'est un podcast automobile. Je m'appelle Manu et toutes les 2 semaines, je t'emmène au cœur des nouveautés automobiles. Je te partage mes expériences et parfois, j'invite des invités qui en savent beaucoup plus que moi sur le monde automobile. Bref, abonne-toi et bonne écoute. Si tu as regardé ma dernière vidéo, tu sais que je suis pas loin du tout à casser la tirelire pour m'acheter une Jaguar F-Type. Mais maintenant, avec Jaguar, qui a totalement pété les plombs cette semaine, Jaguar a foutu à la poubelle son histoire, son héritage. Ciao Jaguar, avec son rebranding, c'est vraiment horrible. Et du coup, je reconsidère passablement la chose. Et donc, ça me fait reconsidérer mon choix et mon panier d'achat. Et parmi les autres voitures qui m'intéressent, il y a toujours eu la Toyota Supra, la nouvelle Toyota Supra. Et je me suis dit que j'allais revoir un petit peu l'histoire de cette automobile avec toi aujourd'hui. Donc Toyota a commencé à construire des voitures de sport dans les années 1960. Auparavant, à partir des années 1960, la toute première Toyota sportive, c'est la Sport 800. La Sport 800, c'est une voiture poids-plume qui est combinée à un moteur de 790 cm3 seulement, et ça faisait d'elle l'une des voitures les plus réactives et la voiture à la plus faible consommation à ce moment-là, 3,8 litres au 100 km. La Sport 800, elle doit sa popularité surtout au sport automobile, tout simplement parce que c'était un vrai bolide pour les passionnés. Et c'est en 1967 que Toyota présente la 2000 GT. Alors, la 2000 GT, elle est totalement admirée, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque probablement. Aujourd'hui, c'est l'une des voitures les plus stylées, probablement l'une des plus belles voitures du monde, en fait. Elle a frappé vraiment très très fort quand elle est sortie, cette voiture, donc en 1967, tout simplement parce que James Bond l'a utilisée. C'est Sean Connery, en 1967, dans son film de James Bond, qui a utilisé cette Toyota 2000 GT. Il y a eu 351 exemplaires dans le monde. C'était un moteur, ou c'est toujours un moteur de 2 litres, un 6 cylindres, qui produit 150 chevaux. C'est une ligne qui est totalement à couper le souffle. Magnifique. Encore aujourd'hui, c'est super actuel, je trouve. Mais c'est surtout elle qui a inspiré tous les designs des Toyota Supra qui viennent ensuite. Donc la 2000 GT, c'est la base de la voiture sportive Toyota, encore admirée aujourd'hui. Et du coup, toutes les voitures Toyota, sportives du moins, prennent leur origine et leur ligne en partie de cette Toyota 2000 GT. Et donc, c'est en 1978 que la première Supra fait son apparition, tout d'abord sous le nom de Celica XX. Parce que tout simplement, il faut le savoir que la Supra, c'était une voiture dérivée de la Celica. La Celica, c'était la voiture sportive de Toyota à cette époque-là. Mais du coup, ils ont allongé la voiture, ils l'ont élargie, ils l'ont dotée d'un moteur plus gros et de roues arrière motrices. C'est devenu la Celica Supra, seulement vendue en Amérique et puis au Japon pour cette première génération. Et c'est en 1982 que la Supra débarque en Europe, deuxième génération. Et c'est la première qui est entièrement commercialisée sous le nom de Supra. Donc on abandonne le nom de Celica, plus que Supra aujourd'hui. Puis en fait, je me suis posé la question, mais Supra, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette origine de nom? Est-ce que c'est japonais? Est-ce que c'est autre chose? Il s'avère que c'est du latin, en fait. Alors, c'est pas parce que je suis doué en latin que je l'ai découvert, au contraire. En fait, j'ai fait une année de latin à l'école secondaire quand j'étais tout jeune. Maintenant, ma maman, elle pourra le certifier, j'étais une vraie chèvre. Mais alors, une vraie chèvre en latin. Elle qui devait me faire réviser mon vocabulaire. Rosa, rosa, rosam, rosarum, rosis, rosis, quelque chose du genre. Mais vraiment une vraie chèvre. Non, bref, Supra, c'est issu du latin et ça veut dire au-dessus ou qui est supérieur. Donc voilà, un nom latin pour une voiture japonaise. Peut-être c'est pour ça qu'elle résonne autant. Et donc,
Cette deuxième génération, la première commercialisée en Europe sous le nom de Supra, elle a des phares rétractables, donc qui étaient très typiques de l'époque. Un 6 cylindres atmosphérique de 2,8 litres qui développait 170 chevaux. On passe ensuite à la troisième génération qui est aussi appelée la Supra A70. À savoir que les Supra ont des noms de code selon les générations A50, A60, A70, A80, A90, ainsi de suite. Donc, la troisième génération de la Supra arrive en 1986 et il y a eu 3 phases. Des phases dans le monde automobile, c'est des légères améliorations entre années de production et donc on appelle ça des phases. Il y a eu différents moteurs, tout d'abord atmosphériques, mais ensuite vint le moteur turbo. Et là, ça change tout. La puissance varie entre 204 chevaux pour l'atmosphérique et 234 chevaux pour la version turbo. Mais c'est avec la quatrième génération que la légende de la Supra s'écrit vraiment. C'est la Supra A80 qui a été dévoilée en 1993. Évidemment, une année fantastique, c'est mon année de naissance. Toyota a développé à ce moment-là son fameux moteur, le 2JZ. C'est encore aujourd'hui probablement l'un des meilleurs moteurs jamais construits. Et c'est cette génération de Supra qu'on retrouve dans les films, dans Fast and Furious par exemple. Et c'est vraiment devenu un géant dans le monde du tuning. Donc ce moteur-là était tellement solide dans sa version de base que les tuneurs ont facilement pu faire augmenter la puissance de ce moteur-là à 800, 1000 chevaux, voire 2000 chevaux avec un moteur préparé aujourd'hui. C'est vraiment le saint Graal pour les préparateurs moteurs et pour le tuning. Et puis, elle a vraiment obtenu un statut totalement légendaire, cette voiture. Et aujourd'hui, sur le marché automobile, on n'en trouve certainement pas en dessous de 100 000 balles. Donc plus de 100 000 balles pour une voiture qui a 30 ans, même plus que 30 ans. Et oui, j'ai déjà plus que 30 ans. C'est assez fou. Cette Supra a été produite jusqu'en 2002, donc de 1993 à 2002. Et selon Wikipédia, qui est une énorme source très fiable, évidemment, il y a eu 45 221 exemplaires vendus. Et donc, pendant un bon moment, il n'y a pas eu de Supra. À partir de 2002, il n'y a plus de Supra. C'est en 2019 que Toyota lance la production de la 5e génération. Donc la 5e Toyota Supra, la A90. Et c'est donc celle-ci qui m'intéresse depuis un moment, depuis 2019, quand elle est sortie plus ou moins, et qui pourrait donc bien remplacer la Jaguar F-Type dans mon panier d'achat. Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Cette version de la Supra est quand même assez débattue de manière générale. Est-ce que c'est une vraie Supra, oui ou non? C'est ce que tout le monde se pose comme question. En fait, c'est parce que cette voiture a été totalement développée avec BMW. Donc, c'était un partenariat entre Toyota et BMW pour construire cette voiture. La Supra partage énormément d'éléments avec la Z4, la version Roadster de BMW, en gros. Et ça fait grincer des dents parce que, du coup, les passionnés se disent qu'une Supra devrait être construite au Japon. Ici, elle est construite en Autriche, dans la même usine qui produit la Z4. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont très ressemblants, qui sont quasiment identiques, qui sont même identiques pour certains. Le premier, c'est le moteur. Le moteur, ici, il s'agit d'un moteur B58 de BMW. C'est un 6 cylindres qui produit 340 chevaux. En soi, c'est un très bon moteur. La boîte à vitesse, c'est une boîte à vitesse automatique ZF8, comme on la retrouve dans plein d'autres voitures aujourd'hui. D'ailleurs, la Jaguar F-Type a la même base de boîte à vitesse. Et l'intérieur de la Supra, eh bien, on dirait une BMW. On dirait une BMW, c'est principalement du BMW d'ailleurs, et c'est même du BMW d'ancienne génération. Et ça aussi, ça fait grincer des dents. Est-ce que la nouvelle Supra ne mériterait pas un petit peu mieux que ça? Donc, beaucoup de fans de Toyota sont extrêmement déçus de cette nouvelle voiture, de cette collaboration avec BMW, de cette collaboration avec la marque allemande. Une Supra, c'est censé être japonais et pas européen.
pour moi, très honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça. Je trouve que le design est super bien réussi en fait. Clairement, je la trouve super belle. Avec ce long nez et surtout l'arrière, il est fantastique. Les hanches sur le côté et puis l'espèce de diffuseur arrière avec des feux brouillards à la Formule 1. Je trouve ça magnifique. Eh bien, moi je trouve aussi que l'essence de la Supra y est restée. C'est-à-dire que la Supra est normalement un canevas pour un artiste, un tuner, un préparateur, pour en faire un petit peu ce qu'on souhaite, sa propre pièce d'art. Et finalement, le moteur B58, il répond à ce critère-là. Il est extrêmement modifiable, il est très très fiable. Et donc, on peut en tirer, comme sur le 2GZ, le moteur de Toyota sur la version précédente, la génération 4, on peut en tirer beaucoup de puissance. Et ça, je trouve que ça fait partie de l'essence de Toyota et de la Supra. Oui, c'est pas un 2GZ, on comprend, mais ça pourrait être le digne successeur moderne en fait de ce moteur-là. Malheureusement, il est estampillé BMW et pas Toyota. Mais Toyota a déjà prévu beaucoup de choses sur cette Supra en fait. Par exemple, dans le design de la baie moteur, Toyota a préparé les points d'ancrage pour le 2GZ. Donc c'est comme pour dire, on encourage les tuners à modifier le moteur, à faire un swap, à sortir le B58 et y intégrer le 2GZ. Et ça, dans l'ingénierie, dans l'essence, dans la pensée, dans la construction, Toyota a fait fort, je trouve. Ça va vraiment laisser à tout le monde l'opportunité de s'exprimer. Et pour moi, ça c'est l'essence même de la Supra. Donc voilà, même si c'est une collaboration, je trouve que Toyota a gardé ce que représente le nom de Supra au-dessus, n'est-ce pas? Donc voilà, elle revient au sommet de la liste de courses, mon panier en ce moment. Dis-moi, si tu devais choisir, qu'est-ce que tu prendrais? Une Jaguar F-Type ou la nouvelle Toyota Supra? Laisse ton commentaire sous la vidéo. Parlant de Jaguar, j'ai envie de revenir sur le nouveau branding de Jaguar, la risée Jaguar en ce moment. Donc Jaguar avait annoncé il y a quelques années déjà qu'ils allaient totalement basculer sur l'électrique. Donc Jaguar allait totalement devenir un producteur de voitures électriques à partir de 2026. Bref, ça c'était connu, ça a déjà fait grincer des dents un petit peu, parce que Jaguar, quand même, ça a un certain prestige, ça a une histoire, un historique. Donc Jaguar aujourd'hui, ils vendent seulement ce qu'ils ont en stock. Pour le moment, ils ne produisent pas de véhicules. Ce qui est très étonnant pour un constructeur automobile. Pour le moment, ils ne produisent rien. La direction prise, elle est moyenne, déjà là, n'est-ce pas? C'est vraiment très très bizarre. Jaguar a un passé qui représente beaucoup aux yeux de beaucoup de monde dans le monde automobile, et ça, c'est bien dommage. Mais alors, ce qu'ils ont fait cette semaine, c'est vraiment à chier. Ils ont dévoilé leur nouveau logo, leur nouvelle image de marque, et ça, c'est vraiment une catastrophe. Toute l'industrie se moque de Jaguar en ce moment, mais vraiment toute l'industrie automobile, autant les passionnés de la marque que ceux qui détestaient déjà Jaguar, là, pour le coup, ils ont une réelle raison de détester cette marque. Jaguar a totalement basculé. Ils ont pris tout leur héritage, tout, les beaux modèles, le design, le langage, le félin. Ils ont mis tout ça dans un petit carton. Ils ont mis le carton à la poubelle et ils ont tapé un gros coup de pied dans cette poubelle-là. Littéralement. Tu peux aller voir leur compte Instagram. Ils ont absolument tout effacé. Il n'y a plus une seule image des anciens modèles Jaguar, ni la E-Type, ni la F-Type, ni la XJ, ni la... Bref, il n'y a plus rien. Ils ont tout effacé. Et ensuite, ils ont dévoilé leur nouvelle image. Alors, c'est une image qui fait vraiment plus penser à un univers de la mode ou peut-être même de cosmétiques. C'est une catastrophe. Ça ne va pas du tout. Il y a plein de couleurs. Jaguar dit « copy nothing ». Eh bien, moi, je trouve qu'ils ont copié l'industrie des cosmétiques. Ça ne va pas du tout dans l'image de ce qu'on connaît de Jaguar.
Ça va vraiment pas. Jaguar, c'est un félin, c'est puissant, ça bondit, ça ronronne. Et là, plus rien. Jaguar fait plouf. Tout simplement, c'est devenu la risée du monde automobile. Et moi, ça me fait mal. J'aime pas ça. Je trouve ça tellement nul ce qu'ils ont fait. J'ai même plus vraiment envie de m'acheter une F-Type en ce moment. Et c'est triste, parce que c'est une voiture fantastique. Mais si Jaguar ne représente plus ce que Jaguar était, à quoi bon acheter une Jaguar du passé ? Plus personne ne va pouvoir s'identifier. Pour un coup de nostalgie, mais j'ai pas envie d'un coup de nostalgie. J'ai envie de pouvoir profiter de ma voiture, de la conduire, et puis surtout que ça représente quelque chose, pour moi. Tout simplement, Jaguar ne représente plus ce que Jaguar représentait. Et ça, c'est très dommage, vraiment triste. Toi, t'en penses quoi de cette nouvelle image de marque ? Laisse un petit commentaire si toi aussi tu hais cette nouvelle image. Horrible. Donc moi, je vais aller faire du shopping du côté de Toyota. Il y a la GR86 qui m'intéresse beaucoup aussi. Ou alors, je vais aller sur une Mazda MX-5. Mazda, au moins, ça reste honnête. Ça reste honnête et ça continue d'honorer son histoire. Et pour moi, ça c'est vraiment très très important. Jaguar a totalement foutu en l'air ce qu'ils avaient très bien fait jusqu'ici. Voilà, merci pour ton écoute. Pour soutenir ce que je fais, abonne-toi, mets un like, partage l'épisode autour de toi. Je suis sûr que tes amis vont adorer ça aussi. Merci beaucoup et on se retrouve à un prochain épisode qui, un petit sneak peek juste pour toi, ce ne sera pas un épisode de podcast, mais ce sera une vidéo sur ma Polo GTI adorée. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao.